J'ai passé 31 jours aux soins intensifs à me battre pour ma vie. Et pas une personne de ma famille n'est venue me voir. Ni ma mère, ni mon père, ni mon jeune frère, Caleb. Chaque matin, je regardais la chaise vide à côté de mon lit d'hôpital et je me demandais quand quelqu'un allait enfin franchir la porte. Personne ne l'a jamais fait. Mais je n'aurais jamais imaginé que pendant que je me battais pour survivre, ma famille planifiait déjà ce qu'elle pourrait me prendre. Je m'appelle Emily Carter. J'avais 38 ans et je travaillais comme entrepreneur en construction commerciale. J'avais bâti ma carrière à partir de rien et j'avais toujours été financièrement indépendant. Mon jeune frère, Caleb, était le contraire. Il était charmant, insouciant avec l'argent et d'une manière ou d'une autre, toujours entouré de gens prêts à le sauver. Quand Caleb faisait des erreurs, maman les appelait des coups durs. Quand j'ai lutté, papa a appelé ça la construction du caractère. Dans notre famille, Caleb a créé des problèmes et on s'attendait à ce que je les résolve. Puis, un matin de novembre, tout a changé. Je marchais sur un chantier de construction lorsqu'une vive douleur m'a soudainement déchiré l'abdomen. Mon café est tombé de ma main et quelques secondes plus tard, je me suis effondrée. À l'hôpital, les médecins ont découvert que mon appendice s'était rompu et que l'infection se propageait. J'avais besoin d'une chirurgie d'urgence. Avant qu'ils ne m'emmènent en salle d'opération, j'ai appelé maman. « Maman, je suis à l'hôpital. Ils m'emmènent en chirurgie. S'il te plaît, viens. » J'entendais de la musique et des gens parler derrière elle. Elle m'a dit que tout le monde était occupé à préparer les fiançailles de Caleb. Je l'ai suppliée à nouveau, mais elle a dit que les médecins s'occupaient déjà de moi. Puis, l'infirmière a pris mon téléphone. Quand je me suis réveillée, la chaise à côté de mon lit était vide. Il est resté vide pendant 31 jours. Finalement, j'ai arrêté de regarder vers la porte. La chaise vide était devenue une réponse. Quand j'ai été libérée, personne n'est venu me chercher. Je suis rentrée seule à la maison, portant mes médicaments tout en luttant pour marcher normalement. La première nuit, j'ai essayé de changer mon propre pansement. J'ai laissé tomber le ruban adhésif, me suis penchée et la douleur m'a tellement traversé l'estomac que je me suis retrouvée assise sur le sol de la salle de bain. Une pensée n'arrêtait pas de me hanter. Si je m'évanouissais ici, combien de temps faudrait-il à ma famille pour s'en apercevoir ? J'ai récupéré tranquillement. Je travaillais à partir de mon ordinateur portable, marchais un peu plus loin chaque jour et essayais de reprendre des forces. Ma famille n'a jamais appelé. Puis un après-midi, mon téléphone s'est allumé. Maman. Pendant une seconde, je me suis sentie soulagée. Je pensais qu'elle pourrait enfin me demander si j'allais bien. Au lieu de cela, elle m'a dit que Caleb et sa fiancée, Lauren, avaient certes besoin d'une maison. Leurs finances étaient mauvaises et ils ne pouvaient pas se qualifier pour la maison qu'ils voulaient. Comme j'étais célibataire et financièrement stable, maman a dit que je devrais céder ma maison à Caleb le même jour. Papa a appelé peu de temps après. « Tu as plus d'espace que tu n'en as besoin », m'a-t-il dit. Caleb est en train de fonder une famille. Vous pouvez acheter quelque chose de plus petit. Je lui ai rappelé que j'avais failli mourir. Il y eut une pause. Puis il a dit « Tu es vivant maintenant. Caleb est celui qui a besoin d'aide. » Quelque chose en moi s'est complètement arrêté. Je n'ai pas crié, je n'ai pas discuté. Au lieu de cela, j'ai commandé une tente de jouets pour enfants bon marché. Quand il est arrivé, je l'ai mis sur le comptoir de ma cuisine, j'ai pris une photo et je l'ai envoyée à maman. C'est la seule maison que Caleb reçoit de moi. Ensuite, je l'ai bloqué. Papa et Caleb. 3 heures plus tard, quelqu'un a frappé à ma porte. C'était mon oncle Thomas. Il était parti travailler et n'avait aucune idée de la gravité de mon état. Quand il m'a vue, il a immédiatement demandé pourquoi. Personne ne lui avait dit. J'ai demandé ce qu'il voulait dire. Il m'a dit que maman avait dit à des proches que je voulais une intimité totale à l'hôpital et avait demandé à tout le monde de ne pas leur rendre visite. J'ai ri parce que le mensonge était presque trop cruel pour être cru. Je l'avais supplié de venir. Puis Thomas m'a dit quelque chose d'encore pire. Il avait entendu papa discuter d'un prêt lié à Caleb. C'était environ 75 000 $ et mon nom avait été mentionné comme garant. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat, Daniel Brooks.
Il m'a dit de n'accuser encore personne. Nous avions besoin de faits. On a demandé mes dossiers hospitaliers. Ils ont montré qu'il n'y avait jamais eu de restriction de visiteurs. Ma famille avait été informée de mon état. Personne n'avait été refoulé. Puis Daniel a vérifié mon activité de crédit. C'est là qu'on l'a trouvé. Une demande de prêt de 75 000 $ avait été soumise avec moi comme garant et ma signature était jointe. Je ne l'avais jamais signée. La demande avait été soumise alors que j'étais encore en convalescence à l'hôpital. Soudain, la demande pour ma maison a pris tout son sens. Ils n'essayaient pas simplement d'aider Caleb, ils essayaient d'utiliser mon identité, mon crédit et ma stabilité financière pour le sauver des problèmes qu'il avait créés. Daniel a immédiatement contesté la demande et a informé l'institution financière que je n'avais jamais autorisé le prêt. J'ai sauvegardé tous les messages et documents. Quelques jours plus tard, tante Nancy a appelé. Maman me voulait au dîner de fiançailles de Caleb. Elle a dit qu'il était temps de tout régler en famille. Alors j'y suis allée. Le restaurant était magnifique avec des bougies, de la nourriture chère, de la musique douce et du champagne. De l'extérieur, notre famille avait l'air parfaite. À l'intérieur, tout était sur le point de s'effondrer. Maman m'a accusée d'embarrasser la famille. Papa a dit que j'étais égoïste d'avoir refusé d'aider Caleb. Caleb se plaignait que j'avais toujours eu plus que lui. J'ai écouté tranquillement. Puis j'ai posé mon dossier sur la table. D'abord, je leur ai montré mon dossier médical. Pas d'interdiction de visite, pas de demande de confidentialité. Rien ne les avait empêchés de venir. Maman a essayé d'expliquer, mais Thomas a dit à tout le monde exactement ce qu'elle avait dit à propos de mon désir d'intimité. Puis je leur ai montré le message demandant ma maison. Lorraine fixa Caleb du regard. « Tu lui as demandé de te donner sa maison ?» Caleb a essayé d'expliquer, mais le message était juste là. Ensuite, j'ai placé les documents de prêt sur la table. La pièce entière devint silencieuse. Mon nom figurait sur la liste des garants. Lorraine regarda Caleb. « Tu étais au courant ?» Caleb regarda ses parents. Il n'a rien dit. Ce silence répondit que sa mère se leva soudainement. On essayait juste de l'aider. Je l'ai regardé directement. Utiliser mon nom sans autorisation n'est pas utile. Fermer le dossier et se leva. Caleb m'a suivi vers l'entrée. « Suzanne, s'il te plaît, dis-leur que tu étais au courant de la garantie. On peut arranger ça. » Je l'ai regardé fixement. Il ne me demandait pas comment je me sentais. Il ne s'excusait pas. Il me demandait de le sauver à nouveau. J'ai pensé à l'unité de soins intensifs, à la chaise vide, aux nuits où je pouvais à peine me tenir debout, la famille qui ne m'avait pas rendu visite une seule fois. Puis j'ai finalement compris toute notre relation. Chaque fois que Caleb créait un problème, quelqu'un s'attendait à ce que je sacrifie quelque chose pour le résoudre. Plus maintenant. Je lui ai dit que j'avais fini de régler des problèmes que je n'avais pas créés. Puis je suis sortie. Les conséquences sont arrivées rapidement. Le prêt a été arrêté avant qu'il ne devienne ma responsabilité et l'enquête s'est poursuivie. Lorraine a reporté le mariage et a finalement mis fin aux fiançailles après avoir découvert d'autres dettes et secrets financiers. Caleb s'était caché. Maman m'a reproché d'avoir détruit l'avenir de son fils. Mais je connaissais la vérité. Je n'avais pas détruit son avenir, avait simplement cessé de protéger ses mensonges. Des mois plus tard, Caleb m'a envoyé de brèves excuses. L'ancien moi aurait répondu immédiatement et demandé comment je pouvais aider. Au lieu de cela, j'ai supprimé le message. 6 mois après le dîner de fiançailles, j'ai vendu la maison que ma famille avait essayé de me prendre. Pas parce qu'ils ont gagné, mais parce que j'ai finalement réalisé que je n'avais plus besoin de cette maison pour prouver quoi que ce soit. J'ai acheté une maison plus petite, plus près du travail. Il y avait de grandes fenêtres, des matins calmes et suffisamment d'espace pour la vie que je voulais réellement. Un soir, je suis tombée malade d'un terrible rhume. Un ami proche est arrivé avec de la soupe et des courses. Elle s'est assise en face de moi, m'a fait rire et s'est restée jusqu'à ce que je me sente mieux. J'ai regardé la chaise en face de moi et je me suis soudainement souvenue de l'unité de soins intensifs. Pendant 31 jours, j'avais regardé une chaise vide en me demandant pourquoi personne n'était venu. Maintenant, quelqu'un était assis là. Pas parce que j'avais de l'argent,
pas parce que je possédais une maison, pas parce que je pouvais résoudre un problème. Elle était là simplement parce qu'elle s'en souciait. C'est à ce moment-là que j'ai finalement compris quelque chose que ma famille ne m'avait jamais appris. Le sang peut rendre les gens liés, cela ne peut pas les rendre loyaux. Le véritable amour ne vous demande pas de vous détruire pour que quelqu'un d'autre puisse vivre confortablement. La vraie famille n'apparaît pas seulement lorsqu'elle a besoin de quelque chose de vous. Parfois, la chaise vide à côté de vous est douloureuse, car elle vous montre qui manque. Mais finalement, vous réalisez que cela vous montre aussi de qui vous n'avez plus besoin. J'ai passé 31 jours à me battre pour rester en vie. Ma famille a utilisé ce temps pour décider de ce qu'elle pouvait me prendre. En fin de compte, ils ont perdu quelque chose de bien plus précieux qu'une maison. Ils ont perdu l'accès à la femme qui avait passé toute sa vie à les sauver. Et j'ai finalement gagné quelque chose que je n'avais jamais compris auparavant, liberté.